Bien, merci de m'accueillir. Effectivement, Pont-de-l'Arche, c'est une petite commune, une petite ville, puisque nous sommes labellisés Petite Ville de demain, au cœur de la Normandie, à la confluence de l'Eure et de la Seine. Donc, nous sommes dans le département de l'Eure. Pont-de-l'Arche compte 4200 habitants. Et à proximité, pour vous situer, entre Rouen et Louviers-Évreux. Et effectivement, nous avons une commune qui est à la fois très vaste, mais à la fois très resserrée, parce qu'au bout du compte, les 2 tiers de la commune, et peut-être même un peu plus, c'est de la forêt domaniale. Donc, on a un bâti très resserré le long de la rivière. Et donc, si je vous parle de forêt, si je vous parle de rivière, au bout du compte, à part construire sur pilotis ou aller construire dans les arbres, ça paraît très difficile. Donc, en fait, ça fait des années que la ville ne peut pas étendre sa surface bâtie. Et donc, il faut chercher, au bout du compte, des solutions pour pourvoir aux besoins en logement, en équipement public, en entreprise, voilà, tous les services, au bout du compte, que des habitants peuvent avoir besoin. Et au bout du compte, cette réflexion-là, eh bien, on l'a entamée dès 2008. Donc, au bout du compte, ça fait une quinzaine d'années. Ce qui me permet de vous dire qu'au bout du compte, zéro artificialisation nette, pour parler sans acronyme, nous fait un peu moins peur, parce qu'au bout du compte, c'est quelque chose qu'on expérimente depuis une quinzaine d'années à Pont-de-l'Arche. Oui, alors la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de construire sur des terres qui ne sont pas bâties, qu'on va acheter, où on a la maîtrise foncière et on va pouvoir agrandir la ville à travers un lotissement, des équipements publics, etc. C'est beaucoup plus compliqué quand la ville existe de regarder comment on peut, on entend souvent cette phrase-là, reconstruire la ville sur la ville. Donc, il s'agit effectivement d'identifier les espaces mutables dans la ville, organiser justement la maîtrise foncière de ces espaces, et puis parfois démolir et reconstruire, tout en préservant ce qu'a été la ville, puisque Pont-de-l'Arche a un peu plus de 1000 ans d'histoire, est né aux alentours de 862 grâce à Charles le Chauve. Et donc, on a aussi une histoire patrimoniale, la cité médiévale à préserver. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut imaginer voilà, de nouvelles façons de voir la ville. Alors, certainement avec des terrains un peu plus petits concernant de l'habitat, ou pouvoir construire un peu plus en hauteur, sans dénaturer encore une fois le cœur de ville, mais voilà, se permettre d'avoir plus de verticalité dans la ville, et puis voilà, essayer de lever toutes ces contraintes pour que tout ça fonctionne correctement ensemble. Voilà, plutôt que de continuer à s'étaler, d'aller manger de la terre agricole, ou de construire d'immenses zones commerciales qui défigurent nos entrées de ville. Et on entend d'ailleurs que le gouvernement souhaite retravailler sur ces questions-là. Et c'est une traduction aussi du ZAN demain. C'est voilà, plutôt que de continuer à s'étaler, comment on mute ces différents espaces. Alors, au bout du compte, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans sur Pont-de-l'Arche. La notion de transition, c'est qu'on part d'un constat, d'un point, et éventuellement on détermine quel serait le point vers lequel on souhaite tendre.
aujourd'hui, la ville telle qu'elle est-ce que cela correspond à la ville de demain? Et donc c'est pour cela qu'on a travaillé notamment sur, par exemple, le pôle administratif. On en a fait un lieu référent dans lequel on a fait appel, par exemple, à la géothermie, au photovoltaïque, par rapport à l'eau. Après, on a la chance, nous, dans une ville, au bord de la Seine, on a la chance d'avoir des forêts, on a la chance d'avoir de la nature. Donc, il est évident, on s'est posé la question comment la nature revient dans la ville. On a récupéré ce qu'on appelait l'ancien presbytère et on en a fait des ateliers en tant que tels dans lesquels il y a des activités, des arts, etc. Et si vous voulez, on a remis aussi dans la transition au centre l'activité culturelle, sportive et éventuellement l'activité institutionnelle. On a vu un changement important des modes de vie, et notamment par rapport au travail. Donc c'est comment aussi, on prend le numérique, comment, je veux dire, il est utile dans l'écoquartier, mais surtout c'est comment il n'est pas générateur de coûts et de consommation. Le deuxième point aussi qui me semble clé, c'est les notions des mobilités. Comment on va vers ce qu'on appelle les transports en commun, etc. La région Île-de-France, à un moment donné, il y a eu Paris, il y a eu tout un ensemble de villes nouvelles qui ont été créées, sans nous pensions à voir comment la toile d'araignée, on la mettait en termes de mobilité, et notamment de mobilité autre que la voiture et la voiture. Le problème qui est posé des simples, c'est ce que j'appellerais les parcours des 5 derniers kilomètres. C'est ça. Et donc, on peut faire des super mini-halls, on peut faire tout un tas de choses, mais si vous arrivez le dimanche matin avec votre bouquet de fleurs pour aller éventuellement à 5 km, et la personne en face n'a pas de véhicule, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est, je dirais, le véhicule qui vient à vous, ou est-ce que c'est vous qui avez le véhicule? Alors, je m'explique. Aujourd'hui, si on développe le numérique, c'est là on est en train de travailler avec Ariane Group pour une voiture connectée, un véhicule connecté, etc. C'est à un moment donné, c'est pas vous qui vient avec votre véhicule, c'est le véhicule qui vient avec vous à la demande. À la demande, et éventuellement, ça sera un véhicule que vous laisserez un endroit. Donc, ça veut dire que c'est un changement complet. Alors, peut-être que notre génération à nous, on n'est pas adapté à ça. Mais par contre, la génération des moins de 10 ans, dans 20 ou 30 ans, c'est évident, devant, on aura tout un système de voitures connectées. Maintenant, le problème qui va se poser aussi, c'est tous les problèmes des énergies. Donc, on parle de l'électrique, on parle de l'hydrogène. Tout à l'heure, j'étais dans une réunion sur l'hydrogène. C'est comment on travaille sur la décarbonisation et la capacité sur un territoire à se donner un objectif sur la décarbonisation. Alors c'est vrai que souvent l'écoquartier, on le voit plus dans un éco de quartier dans lequel on a une restructuration urbaine. Mais d'un autre côté, il faut mesurer aussi, quelques années après, là où on en est, de voir entre les objectifs qu'on s'était assignés, si on a respecté les objectifs. Le deuxième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, n'oublions pas, quand on parle d'écoquartier, bien c'est aussi la vie à l'intérieur de ce quartier. Absolument. Mais la vie de tous les peuples. Bien évidemment, il y a les humains, mais demain, il faut imaginer aussi le peuple des oiseaux, le peuple des insectes. Quand on parle d'écoquartier, il faut aussi développer ce que j'appellerais une démocratie implicative, dans lequel l'habitant s'implique. Alors, je suis architecte urbaniste et j'ai commencé à exercer dans un établissement qui s'appelait l'AFTRP, Agence foncière et technique de la région parisienne, où j'ai appris à faire du montage d'opérations. Donc, on est dans les années 90. À ce moment-là, on fait des zones d'aménagement concertées, soit dans des territoires qu'on appelle aujourd'hui en extension, en tous les cas sur des terres agricoles, soit dans des tissus urbains constitués sur des friches déjà un peu avant les années 2000. Ensuite, j'ai travaillé à mon compte pendant 15 ans pour faire des PLU et des SPR ou AVAP, donc aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine qui sont devenus les sites patrimoniaux remarquables. Essentiellement en Seine-et-Marne ou en Île-de-France, mais c'est une vision assez francilienne que je peux représenter. Et puis actuellement, depuis 2018, je suis la directrice du CAE de Seine-et-Marne. Les CAE sont des conseils en architecture, urbanisme et environnement, des associations définies par la loi architecture de 77.
Le CAUE est adhérent de l'association puisqu'on a des objectifs tout à fait communs de valorisation pour les élus en grande cible pour nous et les professionnels, des enjeux de la composition urbaine. Donc arriver à faire prendre conscience aux décideurs, qui peuvent être également bien évidemment des maîtres d'ouvrage privés, de l'importance de la conception et dépasser parfois des approches trop économiques, même si nous sommes des gens très réalistes et avons bien conscience des enjeux de l'opérationnalité des choses, hein. Mais on est l'association et le CAUE fait pour tirer les choses vers le haut, pour essayer d'avoir le plus possible de qualité dans l'intérêt public. Donc ça nous réunit et ça nous rend un peu complémentaires, j'imagine. Il me semble que ce qui nous manque beaucoup collégialement, hein, pour l'ensemble des acteurs du cadre de vie, ce sont des espaces d'échange et de discussion en dehors d'opérations précises. C'est-à-dire que quand on est en relation entre un acteur public qui a soit l'autorité pour donner un permis de construire, pour soutenir un permis d'aménager, et un opérateur privé qui est le concepteur d'une opération ou qui en est le maître d'ouvrage, on est dans des relations qui sont complexes parce que tendues par la faisabilité et la réalisation. Quand on est dans une association, on est non lucratif comme son nom l'indique, on est dans une disponibilité d'esprit complètement différente. Et on peut donc partager, construire des relations humaines, même d'amitié professionnelle, hein, c'est extrêmement important. Donc le rôle de l'association de l'art urbain dans les territoires, c'est peut-être aussi d'être un lieu d'échange de l'ensemble des acteurs du cadre de vie. Donc, il faut peut-être même l'élargir à des gens, j'ai n'importe quoi, à l'ONF, aux chambres d'agri, parce qu'en fait, le cadre de vie, il se pose des questions qu'on se posait pas il y a 40 ans. Voilà. Alors, pour vous dire qui je suis, en quelques mots, c'est un tabouret à 3 pattes, parce que ça tient debout en principe. Le tabouret était fait donc principalement de l'enseignement auquel m'avait appelé l'associé comme assistant. C'était donc avec Zavaroni dans son atelier intérieur de l'école des Beaux-Arts. Donc j'étais entré pour l'admission en 57. Donc, ça fait, comme vous pouvez compter, quelques années déjà. J'ai enseigné pendant près de 40 ans, d'une part, à ses côtés à partir de 65, je n'étais pas encore diplômé. Tout ça s'est très bien passé, mais il y a eu le départ de Zavaroni, et donc l'enseignement a pris une autre tournure. Il y a eu 68 qui est arrivé avec la quasi-démolition du DPLG, mais finalement il a résisté et c'est en 69 que j'ai passé mon diplôme. Bref, je reviens au-delà de l'enseignement, mon exercice libéral auquel je tenais particulièrement pour pouvoir rentrer, comme disait Zavaroni, dans la boue et le froid des chantiers, qui ne connaissaient pas cette manière très concrète de toucher à la terre et aux matériaux, ne serait pas un vrai architecte. Et l'histoire a montré qu'effectivement, beaucoup d'enseignants, c'est malheureux à dire, mais je le dis parce que je l'ai vraiment constaté, que beaucoup d'enseignants étaient très théoriciens, mais pas du tout praticiens, et ça c'était une grande lacune par rapport à l'exercice de notre profession. La troisième chose, le troisième pied du tabouret, c'était que j'ai été appelé dans le Luberon, où j'avais une maison à Gordes, par hasard, tout à fait fortuitement, appelé par un des directeurs du ministère de l'équipement d'Avignon,
pour me demander si j'étais d'accord d'être de ceux qui créaient les parcs, à l'époque c'était nationaux, de l'environnement. Donc, c'était le premier parc, le parc du Luberon, parc régional naturel. Et c'est comme ça que j'ai été l'un des 5 fondateurs des parcs régionaux de France, ce qui là m'a valu vraiment un appui fort auprès de l'Académie d'architecture. C'est toujours émouvant de rappeler le souvenir de nos disparus. Robert Max Antony était donc le président à l'époque et lorsque j'avais organisé, comme je le faisais plusieurs fois à l'école, une exposition, il était venu vers moi et m'avait demandé si j'étais d'accord de participer à son séminaire. J'ai tout de suite naturellement dit que j'étais très honoré, mais que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit, qu'il fallait beaucoup d'aide. Mais j'ai dit oui, ça, en tout cas, ça m'intéresse. D'autant que j'avais suivi le séminaire de Robert Ozel sur la région de l'Oise quelques années plus tôt, dans les années 66, si j'ai bonne mémoire, 65-66, à cheval sur 2 années. Et donc, c'était fort intéressant de suivre le séminaire, le cours avec le cours de Robert Ozel et de Guton, qui tous les deux, par la complémentarité de leur personnalité et de leur enseignement, nous ont appris beaucoup de choses. Donc c'était comme ça que le premier contact avec Robert Max s'est fait. Dans la foulée, j'ai très bien connu Robert Ozel, d'autant que par mon beau-père, mon beau-père architecte et urbaniste, était très très lié d'amitié avec Robert Ozel, et j'ai eu cette chance de le connaître en dehors du cours, donc personnellement, je dirais jusqu'à la veille de son décès, hélas, où il m'avait remis l'un de ses derniers livres. Je crois que pour y répondre sommairement, c'est dire que Robert Max, qui avait été élève de Robert Ozel dans notre séminaire, avait l'esprit qui convenait à Robert Ozel et Guton. Le principal objectif de son séminaire était de l'ouvrir de manière internationale. Autrement dit, ce n'était pas seulement dans le cadre de la France et des problèmes du pays français, Dieu sait qu'il y a diversité dans ce pays magnifique au monde, mais c'était d'ouvrir, et sous forme d'un concours, il avait très vite institué ce concours international qui devait avoir des récompenses. Après mes études d'ingénieur et d'administration des entreprises, j'ai commencé ma carrière en faisant une série d'apprentissages. J'ai fait 4 ans d'apprentissage. Le premier apprentissage, je l'ai fait dans une agence d'urbanisme. C'était la première fois qu'on fait les agences d'urbanisme avec un patron qui allait devenir le président du Conseil général des ponts, avec Pierre Maillet. Ah là là. Et donc, ça m'a donné beaucoup d'intérêt. Ensuite, j'ai passé une année oui, parce que ça m'a permis de rencontrer, par exemple, comment faire des pistes d'essai de Michelin à Clermont-Ferrand. Ah oui, oui. De saut de Clermont-Ferrand. Ensuite, je suis allé à l'armée, j'étais sur une base aérienne, j'ai appris aussi beaucoup de choses à l'armée, notamment sur les problèmes géostratégiques déjà, et je me suis occupé de tas de choses. Et puis enfin, j'ai fini mon stage d'apprentissage dans une société d'aménagement rural et agricole. Donc, je me suis occupé des vaches et de la race limousine, en particulier. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Après ça, j'avais des enfants, une famille, et donc je suis rentré dans un grand groupe
je suis rentré à la Caisse des dépôts pendant 20 ans. Et là, au cours de la Caisse des dépôts, j'ai eu en charge la Part-Dieu à Lyon, et puis, pour finir, la Grande Arche à la Défense. Et puis, j'ai pris une demi-année sabbatique. Je suis parti aux États-Unis, à Harvard, et ça m'a permis de me faire un réseau international. En rentrant, je suis rentré chez Bouygues pendant 15 ans, où je me suis occupé au démarrage d'une compagnie d'aménagement et de services. Voilà. Et donc, j'ai terminé ma carrière chez Bouygues en tant que, pour m'occuper de ce qu'on appelait le commercial amont. Oui. Et puis, à ma retraite, j'ai pas pris ma retraite, j'ai fondé une petite société de prestation de services et d'expertise, ce qui m'a permis d'aller, de faire des projets un peu partout dans le monde. Oui, oui. À Barquisimeto, à Kaliningrad, à Monténégro, et pour finir en Chine, où j'ai beaucoup travaillé à Chengdu, à Xi'an et à Wuhan. Alors, je l'ai côtoyé quand je suis revenu des États-Unis. Je me suis retrouvé dans un groupe qui était à la fois la Générale des Eaux et Bouygues. Oui. Et donc, j'avais pas de structure. On était 2 ou 3. Oui. Et j'avais besoin quand même de réfléchir, de dire, j'avais eu la chance au sein de la Caisse des dépôts d'avoir vraiment tous les gens compétents dans tous les domaines de l'aménagement. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Et il y a un gars de la Générale des Eaux qui est très important, je pense, pour le séminaire, qui s'appelle Jacques Potini. Eh oui. Qui était le patron de Foncier Conseil. Absolument. Il m'a dit, écoute, viens au séminaire Robert Rosel à l'époque. Oui. Ça. Et il m'a dit, je pense que tu vas bien t'entendre avec Robert Max Anthony. Très bien. D'accord. Et donc voilà comment je suis entré au séminaire. Oui. On a inventé, j'ai participé à l'invention des concours, Ah voilà. Je trouvais en plus que le séminaire avait une vocation pédagogue dans le domaine de l'aménagement. Oui. Et je trouvais ça fort intéressant pour des gens qui sont isolés comme moi. Oui. À l'époque, je me sentais isolé, seul, pas dans un grand groupe. Quand on n'est pas dans un grand groupe, il faut adhérer au séminaire Robert Rosel. Absolument, absolument. Dans son métier. Absolument. On peut pas. Le grand avantage, c'est qu'on pouvait participer à des débats, on se posait des questions. Absolument. Sur l'espace public, on lisait, je n'ai jamais lu Habermas, même si j'ai encore beaucoup de mal à le lire. Oui. Mais l'espace public, ça me paraissait quelque chose de formidable. Donc, c'est ce que j'ai trouvé D'accord. Au séminaire Robert Rosel, et ça a été très enrichissant pour moi. J'apprenais un peu de méthode, un peu de stratégie. D'accord, d'accord. En discutant au sein du conseil. Et puis, je voyais des gens qui étaient pas dans ma société, etc. C'est formidable. Il faut une approche qui soit plus en fonction des enjeux d'aujourd'hui, pour répondre aux enjeux. Et donc, c'est ces enjeux environnementaux, culturels, bien sûr, socio-économiques. Mais je pense que c'est ça qui manque le plus dans la tête des gens. Aujourd'hui, je vois, quand on me demande de juger un projet, je ne sais jamais quel est le sens qu'ils ont voulu donner au projet. On a l'impression de lire que ils ont bien répondu à la question des espaces ouverts, fermés, poreux, tout ce que tu veux, mais qu'il n'y a pas
que ça n'influe pas un certain enthousiasme pour faire, pour modifier les choses. Donc, je pense c'est ce qu'on trouve au séminaire. Enfin, maintenant à l'association dans le territoire.